Si le management est bloqué dans ses paradoxes, s'il en devient vecteur de souffrance, quelles sont ses alternatives ? C'est à cette question, et bien d'autres, que nous allons répondre aujourd'hui avec Arthur Brolt-Moreau, auteur du livre Le syndrome du patron de gauche, paru en 2022 aux éditions Hors d'Atteinte. Bonjour Arthur. Bonjour. Dans votre livre Le syndrome des patrons de gauche, vous avez recueilli plusieurs dizaines de témoignages de salariés d'associations, d'organisations militantes et culturelles souffrant d'un profond mal-être dans l'exercice de leur emploi. Ce mal-être a presque toujours pour cause racine une direction qui n'assume pas son statut de dirigeant, et ce qu'il implique en termes de pouvoir et de prise de décision. Comment expliquez-vous cet évitement ? Et comment concrètement il se matérialise ? Oui, alors effectivement, j'ai travaillé moi sur le secteur de la production engagée. C'est le nom qu'a donné la sociologue Diane Rodet. En fait, aux organisations, elle explique donc qui portent explicitement des positions militantes. Parfois, c'est même leur objet social. Donc en fait, là, on va parler de salariés dans des syndicats, certaines assos, des médias, des partis, enfin voilà, des organisations militantes qui reposent sur le travail salarié. Et justement, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui se passe dans ces organisations en termes de gestion des salariés. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le management. Et le premier point qui est apparu, c'est là le paradoxe un peu qu'on peut soulever sur le fait d'être à la fois employeur de salariés et une organisation engagée. C'est pour ça que j'ai repris justement l'expression patron de gauche, parce que je trouvais qu'elle résumait bien ça, quoi. Comment être patron et à la fois de gauche. On voit que c'est pas du tout évident. Et justement, l'évitement là dont on parle, de façon très très générale, je pense qu'il y a un problème presque d'ordre idéologique où on penserait en fait voilà, la gauche c'est le camp des travailleurs, des travailleuses, et la droite le camp du patronat et de la bourgeoisie. Et donc dans ce contexte, se penser à la fois patron et de gauche, c'est compliqué. Sauf que, en fait, ce que j'essaie de rappeler dans ce livre, c'est qu'au-delà de tout un débat idéologique, très concrètement, ces organisations de gauche ont une position d'employeur, ont une position de patron, et je m'interrogeais de voir comment est-ce qu'elles gèrent ce paradoxe, patron de gauche, et au fil des entretiens et même dans mon expérience personnelle, j'ai vu que, en fait, elles le gèrent ou plutôt elles le gèrent pas, elles le gèrent en l'évitant. En disant non, en fait moi je suis une organisation engagée, je suis pas un patron, donc en évitant la question. Et donc c'est un peu cette question de l'évitement, moi je parle de management par l'évitement, c'est d'ailleurs le premier chapitre du livre. C'est avec cette idée que il suffit pas en fait d'éviter ou de refuser de s'assumer comme patron pour aboutir à un travail horizontal, à l'autogestion, à la démocratie au travail. Et c'est de voir que en fait c'est ce qui pourrait paraître comme une sorte de timidité, en fait a des conséquences très concrètes sur les salariés, et voilà. Quelles sont ces conséquences justement ? Ces conséquences, c'est d'abord de la souffrance. Moi là je le voyais dans ma propre expérience. Je travaillais pour une élue de gauche, et je travaillais à l'époque de la loi travail, et donc en fait je passais mes journées, mon quotidien à parler des droits des travailleurs et des travailleuses, quelle stratégie de lutte, quelles revendications, comment gagner, et en même temps je n'arrivais pas en fait à trouver les mots pour parler de ce qui m'arrivait à moi au travail, et encore moins à trouver l'espace. Et là, je parle de mon propre cas, mais parce que je l'ai revu aussi d'autres dans les entretiens, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'étouffement où en fait on est dans un environnement qui a priori pourrait paraître comme idéal pour les conditions de travail. On est dans des organisations engagées de gauche, et en fait c'est pas le cas. Et ce que vous montrez d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, mais ce que vous montrez dans le livre, c'est qu'il y a une véritable dissonance en fait entre ce que revendique l'employeur et sa façon d'appliquer le management, et que cette dissonance met à mal donc aussi bien les salariés que leurs convictions. C'est ça en fait que vous avez aussi vous ressenti dans votre précédente expérience professionnelle ? Oui, tout à fait, c'est ça. C'est qu'en fait, il me semble que c'était un peu dans les entretiens et dans les différents comportements
de patrons de gauche que je mets dans le livre. Je pense que ça, c'est un peu le cœur et ce qui fait un peu la spécificité du travail dans ces organisations, c'est qu'on va avoir un discours très engagé et des pratiques parfois très opposées, des pratiques néfastes qui génèrent de la souffrance. Et moi, ce qui me semble intéressant, c'est que bien sûr qu'il y a énormément d'éléments au travail qui vont être liés à la structure juridique de l'organisation, au modèle économique, à l'histoire de l'organisation. Mais il me semble que un élément spécifique donc à des fonctionnements de patrons de gauche, c'est que c'est justement cette dissonance où en fait sur un même problème qu'on va trouver dans ces organisations ou dans le reste du monde du travail, les salariés de ces organisations engagées vont avoir un obstacle supplémentaire qui est justement ce travail de détricoter le fait que il y a un discours qui s'affiche comme en faveur de défense des droits et des travailleurs et des travailleuses. Pour prendre juste un exemple, les heures supplémentaires, ça c'est un point qui revenait souvent et qui est commun à l'ensemble du monde du travail, quoi. Compter, déclarer, rémunérer ou compenser les heures supplémentaires. On va les trouver dans presque toutes les entreprises, toutes les structures. Mais dans les structures engagées, on va avoir un discours qui va dire mais attends, mais ici c'est pas une entreprise traditionnelle. Qu'est-ce que tu viens là à compter tes heures? Ici on est là pour une cause, pour un projet politique. Donc viens pas nous embêter à chipoter avec tes heures supplémentaires. Et c'est ça qui me semble intéressant, c'est que dans ces organisations on va avoir des problèmes comme dans l'ensemble du monde du travail, mais les salariés vont avoir cet obstacle supplémentaire de un discours qui se dit progressiste en défense de leurs droits. Ouais, tout à fait. Et pourtant, dans les exemples que vous donnez dans votre livre, il y a la plupart des personnes qui font face à cette dissonance et qui subissent cette dissonance-là, qui restent au sein de l'organisation. Comment vous expliquez cela? Est-ce que c'est tout simplement par un manque de choix ou est-ce que c'est encore autre chose? Oui, ça c'est la question un peu des salariés de gauche. Et c'est vrai que moi je parle surtout des pratiques des patrons de gauche telles qu'elles sont relatées par leurs salariés. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, les salariés de gauche aussi. Enfin, j'en parle un peu aussi, enfin j'en parle bien sûr, mais c'était pas le cœur de mon livre. Mais je pense que c'est une question intéressante mais pourquoi est-ce qu'ils restent? Pourquoi il ou elle reste. Là-dessus, je pense que on peut trouver des réponses plus du côté de la sociologie ou de l'économie du monde du travail. Ça, j'en suis pas un spécialiste, mais je pense qu'il y a cette question déjà on est dans un pays où il y a quand même beaucoup de chômage, 7% selon le BIT, et je pense qu'il y a aussi le fait que on reste pour avoir notre travail, pour gagner notre vie, et parce que on n'est pas sûr, voire on sait que c'est pas mieux ailleurs. Oui. Ça un peu de façon générale, et sur peut-être une problématique plus directement liée à la question du travail dans les milieux engagés. Je pense que il y a déjà dans le parcours des salariés, pas tout le temps mais souvent, on a un parcours qui commence par l'engagement bénévole ou militant, donc non rémunéré. Ensuite, on va avoir un stage ou un service civique, et ensuite, on va avoir un CDI. Et donc, on est sur un modèle où on reste parce que j'ai eu mon travail par l'engagement et mon travail est lié à mon engagement. Donc, il y a une connexion directe entre les deux. Et aussi, ça, j'en parle aussi un peu, parce que ces organisations ont un peu une réputation de presque un peu de refuge face au reste du monde du travail, au monde du travail traditionnel, où justement c'est aussi ça tout le discours de ces organisations, de dire bon c'est pas une entreprise classique ici, on prône l'horizontalité et la démocratie, et donc Oui. souvent, et ça a été mon cas, on vient et on reste parce que on croit un peu au discours ou en tout cas au projet. D'accord. Et ça me fait aussi cette situation penser au livre qui est sorti cette année de Anne-Claire Gentil-Lyon, intitulé Mhm. Le piège du métier passion, pardon. Et ce livre explique que la passion du métier de journaliste, donc parce que Anne-Claire Gentil-Lyon a été journaliste, Mhm. a eu pour conséquence qu'elle s'est accommodée de la précarité de son emploi, et ce au détriment de sa santé mentale, jusqu'à ce qu'elle ait un épuisement professionnel. Et est-ce que c'est pas aussi ça dont profitent les patrons que vous décrivez? Oui, tout à fait, c'est exactement ça, et je pense que le parallèle avec la question du métier passion est tout à fait pertinent. J'en parle justement à un moment parce que c'est vraiment des situations où les employeurs, consciemment ou non, c'est pas ça la question, vont profiter de l'engagement de leurs salariés pour les gérer, pour les manager.
Là, quand je dis profiter, c'est dans les deux sens de réaliser un profit et s'appuyer sur. Et là-dessus, je pense que là, on peut voir plutôt du côté des travaux des féministes et notamment de la sociologue Maud Simonet aussi, qui sur le Mhm. travail gratuit, où elle Oui. explique que voilà, le travail gratuit, c'est un déni de travail au nom de valeur. Donc elle l'applique notamment sur la question du travail domestique, où on va nier que c'est un travail au nom de valeurs comme la féminité, la maternité, l'amour. On pourrait rajouter du coup la passion et là dans le sujet qui nous touche, l'engagement. Je pense qu'il y a une logique similaire où voilà, on va nier la qualité de travail d'une activité au nom de l'engagement porté. Euh, donc là-dessus, je pense que le parallèle est pertinent. Et justement, il y avait une personne que j'interrogeais, qui est dans le livre, un syndicaliste, lui qui parlait de martyrologie, avec cette idée où on va pas considérer l'activité dans ces organisations comme un travail, et je me répète, mais on va le considérer comme voilà, un engagement désintéressé et idéologique. Et ce qui me semble intéressant dans son témoignage, c'est qu'on peut voir justement les allers-retours qu'il peut y avoir entre travail et engagement, où justement parce que dans les milieux militants, il y a un peu cet ethos du militant, cet attendu du militant comme une personne qui va pas rechercher de rétribution quelle qu'elle soit à son travail, mais doit être là de façon dévouée. Lorsqu'en fait on passe de militant à salarié, ce modèle va se maintenir et donc on va dire aux salariés comme si c'était un militant, ne t'attends pas à avoir une quelconque rétribution. Et D'accord. justement, ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est que ça amène là du coup dans l'aller-retour là, c'est la question du salariat amène à questionner aussi l'engagement militant. Où oui, dans le cadre du salariat, il doit y avoir des modes de rémunération, de rétribution, mais pourquoi pas aussi dans le modèle militant. Et il y en a déjà. Ce qui est important, c'est de les analyser et voir si ça nous va, quoi. Et est-ce qu'on peut pas aussi questionner le salariat en tant que soi? Parce que le salariat, par définition, c'est une relation contractuelle du salarié à son employeur Mhm. et qui est une relation à la fois de subordination et donc de domination. Et est-ce que ça serait pas l'une des causes, Racine, de cette situation que vous décrivez? Mhm. Et si oui, quelles sont les alternatives qui peuvent exister au salariat? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est dans le fond, c'est une réflexion sur le salariat. Et moi, c'est vrai que au fil de l'écriture, j'étais un peu étonné parce que je viens d'espaces militants où on a plutôt tendance à prôner la fin, l'abolition du salariat. Mais au fil des entretiens, en fait, ce que je voyais, c'était que c'est souvent justement ce discours anti-salariat qui permet les pires abus au travail. Donc j'ai un peu tendance maintenant à dire bon bah déjà respecter nos droits de salariés, assumer, c'est important d'assumer la réalité du cadre salariat, qui est un cadre, un rapport de subordination, comme vous le dites, avant de penser à plus. Alors ça ne veut pas dire que on remet pas en cause la critique du salariat et qu'on n'essaie pas de faire plus, mais en fait là dans les entretiens que j'ai fait, il y avait, revenait à chaque fois en fait le non-respect de mesures de base, de dispositions de base du droit du travail. Donc j'ai un peu tendance à dire déjà assurons le respect du cadre légal actuel, parce que qui est quand même le fruit de beaucoup de luttes d'acquis sociaux. Et Mmh. ensuite dans ce cadre-là, dans le cadre du salariat, j'en parle aussi dans le livre, il y a la possibilité de d'améliorer les conditions de travail. Ça peut être sur des choses très concrètes, ça peut être sur des moyens supplémentaires pour la représentation du personnel et les syndicats, ça peut être une 6e semaine de congés payés. Donc j'ai l'impression qu'il y a déjà ça. Le premier bloc, le respect légal, ensuite une possibilité d'amélioration dans le cadre du code du travail, et ensuite, bien sûr, j'ai vu d'autres espaces où ça se passait bien. Le livre en parle aussi. C'est pas que tout n'est pas si négatif que ça. Et dans les alternatives que j'ai pu voir, pour résumer rapidement là-dessus, je pense que déjà, il y a une réflexion sur le mode de propriété de l'organisation. C'est vrai que dans le cadre de la propriété privée et donc du salariat, ça limite grandement en fait les possibilités d'alternatives, même si c'est quand même possible. Donc le statut coopératif est intéressant, mais même là-dessus, c'est pas parce qu'on a un statut coopératif et que l'organisation appartient aux personnes qui y travaillent qu'il n'y a pas des questions de gestion du travail. Et Oui. ensuite, ce qui me semblait intéressant, c'était, je l'ai dit, je reviens beaucoup sur le livre, assumer
la réalité du rapport au travail. Si c'est le salarié, on l'assume. Le troisième point qui me semblait important, c'était que ces expériences, c'est souvent des expériences qui ont un souci constant et permanent de remise en question et d'expérimentation. Et c'est ça qui me semble important, c'est que là, on va pas trouver la solution miracle, la solution clé pour tout régler, mais c'est ce souci d'expérimentation continue qui me semble important. Et d'ailleurs, justement, c'est un peu, le livre part aussi un peu de ça, du constat que toutes ces organisations engagées pourraient être des laboratoires d'expérimentation, de nouvelles façons de gérer, d'organiser le travail, et c'est pas le cas. Donc déjà, j'ai l'impression que si on travaille sur ces blocs-là, les cadres existants, le cadre légal, possibilité d'amélioration et un souci d'autocritique et d'expérimentation en continu. Là, on a quand même, c'est un peu les trois pistes qui reviennent dans les expériences un peu alternatives qui me semblaient intéressantes. Et vous parlez d'ailleurs dans votre livre aussi d'anti-management pour faire face à la situation que vous avez décrite tout à l'heure, hein, de souffrance, de dissonance, etc. Mm-hmm. Et dans ce que je comprends de l'anti-management, et dites-moi si je me trompe, c'est que le but c'est de rendre visible ce qui est réellement le management, ce que vous évoquez tout à l'heure, le fait aussi d'améliorer la représentation des salariés, ou encore le fait de ne pas s'en remettre uniquement à l'employeur pour améliorer les conditions des salariés. Mais dans ce que je comprends, l'anti-management est quand même très similaire au syndicalisme. Est-ce que c'est la même chose mais sous un nom différent, ou est-ce qu'il y a des différences fondamentales selon vous? Oui. On peut on peut le dire comme ça. L'anti-management, c'est un synonyme de syndicalisme, mais le fait de dire anti-management, je pense que ça permet de mettre l'accent sur des choses qui me semblent importantes. Je partais en fait du constat que le management, c'est un peu, on pourrait le définir comme un peu cet ensemble de réflexions ou de pratiques que se partagent les managers et les patrons pour mieux gérer leurs salariés. Et par mieux gérer, j'entends les rendre plus productifs, avoir une meilleure productivité. Et moi, ce qui me semblait important, c'était de le prendre à l'envers. C'est pour ça anti-management ou management inversé, de dire pour une fois, en fait, ça va pas être les managers et les patrons qui vont partager les trucs et astuces sur la gestion des salariés, mais c'est les salariés eux-mêmes. Et avec ce double volet, donc critique du management en cours. Donc c'est ça le côté aussi anti-management. Les salariés qui décrivent et critiquent ce qui se passe dans leur entreprise en termes de management, mais aussi à la fin du livre, je parle d'une invitation à l'anti-management. C'est avec cette idée que on entend là souvent dans je sais pas, des reportages, des revues sur le management, l'idée un peu de le bonheur au travail, le bien-être au travail, tout ça, le happy management. Et là, l'idée, c'est de dire que le management repose sur un paradoxe, une impasse qui revient à dire on prône un peu plus de liberté, de bien-être au travail, mais tout ça dans le cadre de la subordination. Et pour moi, ça, c'est une impasse, c'est un paradoxe qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, ce qui me semble intéressant, c'est de dire, en fait, là, cette fois, si on veut vraiment le bonheur au travail, le bien-être, la démocratie au travail, ça se fera par en bas. Ça se fera par les salariés, ça se fera par une réappropriation par les travailleurs et les travailleuses de leur outil de travail. Et là-dessus, juste pour préciser, pareil, c'est du côté des études féministes que je pense que c'est le plus développé, notamment chez Christine Delphi et Maud Simonet aussi, cette idée et Bellux aussi, cette idée d'une réappropriation du travail qui va être une réappropriation économique. Là, on le voit, toutes les mobilisations autour de l'augmentation des salaires, c'est ça, c'est se réapproprier la plus-value dans le travail, mais aussi la réappropriation en termes de valeurs en général. Et là, on va avoir les valeurs sociales, les valeurs psychologiques, le sentiment d'utilité, la définition du travail, la définition des tâches de travail, cette réappropriation des différentes valeurs du travail et la réappropriation économique, je pense que c'est ça les clés pour le bonheur, le bien-être, la démocratie au travail. Donc c'est ça en fait l'anti-management. Oui, c'est un synonyme du syndicalisme au sens de rapport de force des travailleurs face à leur employeur.
Cette notion d'anti-management me fait penser à une phrase que dit souvent l'auteur Jürgen Appelo, qui explique que le management est trop important pour être laissé dans les mains des managers, et que le management est l'affaire de tous. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans ce que vous me dites, c'est-à-dire de redonner le management à tout le monde pour que chacun puisse participer à l'organisation de son environnement, à l'amélioration de la collaboration entre les personnes, et pas laisser quelques personnes décider de cela, en plus d'imposer des conditions de travail. Oui et non. Oui, parce que il me semble effectivement que les personnes qui sont les mieux placées pour penser et gérer le travail, c'est les personnes qui travaillent. Et non, au sens où je pense que euh, c'est important d'avoir un petit point de vigilance de euh, là, c'est pas une nouvelle méthode de management. C'est-à-dire, l'anti-management n'est pas une méthode de management au sens où c'est pas une invitation à dire au manager laissez un peu plus vos salariés décider et gérer. Moi, il me semble que, enfin, et ça apparaît au fil du livre, le côté anti-management. Il me semble que, et je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une impasse managériale au sens de, à partir du moment où on est dans le cadre d'un rapport de subordination, bien sûr qu'il y a des améliorations possibles et des droits supplémentaires à obtenir en termes de conditions de travail, mais il me semble que bah voilà, on prêche la liberté dans un cadre de subordination. Voilà, c'est ce que j'appelle l'impasse managériale. Et donc en fait, ce que je tends à faire, c'est pas tellement parler aux managers et aux patrons. Enfin, parfois on me dit sur ce livre, oui, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire bien sûr que dans ce livre, il y a un peu des pistes de si on est patron ou manager d'organisation engagée, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Mais mon objectif, c'était pas de faire un manuel du bon patron de gauche. D'accord. Moi, je m'adresse surtout en fait aux salariés, aux travailleurs, aux travailleuses, aux bénévoles, aux militants de ces organisations et essayer de, à travers les entretiens de ces mêmes personnes, de partager entre nous les points un peu de vigilance au travail et les points un peu de lutte et de revendication possibles. Et je pense que c'est ça aussi un autre point de définition de l'anti-management et qui revient aussi au syndicalisme, c'est presque de dire, nous, notre affaire, c'est le côté des travailleurs et des travailleuses. Le côté comment est-ce que les patrons et les managers doivent faire, c'est pas le cœur de notre action, quoi. Donc, est-ce qu'il y a un petit côté de mauvaise foi là-dedans? Peut-être, mais c'est une mauvaise foi qui invite à dire, en fait, c'est par la réappropriation de l'outil de production que on améliorera surtout les conditions de travail, quoi. C'est très clair, je vous remercie. Et pour conclure, je voudrais partager ce que vous évoquez à la toute fin de votre livre. Vous expliquez que ce qui est important pour préserver sa santé mentale au travail, c'est de reconsidérer sa relation avec son travail, de prendre ses distances avec son travail, ce qui fait écho à un épisode que nous avons eu avec un épisode du podcast que nous avons eu avec la psychologue du travail Daphné Breton, qui expliquait l'importance de remettre le travail à sa place, c'est-à-dire de Mhm. considérer le travail comme une activité comme une autre. Mais Mhm. Oui, comment y parvenir justement à cette situation-là? oui, tout à fait. Je suis d'accord avec cette idée de remettre le travail à sa place. Justement, moi, dans mon cas, ça s'est posé. C'était un peu délicat parce qu'en fait, j'étais sur la fin de la rédaction de ce livre et en même temps, je travaillais pour une autre organisation de gauche. Et en fait, je me retrouvais dans une situation où le jour, je travaillais et c'était une période où j'avais des soucis au travail et donc je me retrouvais confronté à un management de patron de gauche. Et le soir, j'écrivais sur ce même mode de fonctionnement, mais en le déconnectant totalement et je mettais un peu dans le livre, il faut regarder ci, il faut regarder ça, il faut gérer ci, il faut gérer ça. Et donc après, je suis sorti de cette situation, enfin, j'ai quitté ce travail. Et après, justement, je me suis questionné, mais comment c'est possible que, alors que je passais mes nuits et grand partie de ma vie à réfléchir à ces questions-là de management, quand moi-même j'en étais victime, j'arrivais pas à le voir. Et justement, en fait, c'était ça un peu et le livre finit là-dessus, c'est que on peut avoir tous les outils presque rationnellement en tête. Quand on est dans un problème, et ça, on le voit tous, quand on a un problème au travail, on ne pense qu'à ça, on le voit comme un problème personnel, on a du mal à en parler à nos collègues, à des syndicats, on s'isole. Et donc c'était un peu de cette expérience-là que je tirais la conclusion
la nécessité de prendre de la distance. Et moi, dans mon cas, ça s'est fait surtout par cultiver en fait ce que j'avais de non-travail dans ma vie. C'était les temps que je passais avec mes proches, avec mes camarades, la fête. Je suis dans des espaces communautaires queer ou LGBT, et en fait c'est ces espaces-là qui m'ont permis en fait de mettre à distance le travail, de vraiment me dire bon bah voilà, c'est pas toute ma vie, c'est pas que ça ma vie, et même en fait comme c'est des espaces politisés, de dire bah en fait ouais, ce qui m'arrive c'est pas un problème personnel, mais en fait c'est politique, et c'est pour ça aussi que voilà, à la fin du livre je cite l'auteur gay Guillaume Duftan. Ça paraît un peu bizarre de le citer lui dans un sujet comme ça, mais il a une phrase où il dit là j'ai plus la citation exacte, mais je vis dans un monde où tout ce qui me semblait impossible devient possible, et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire quand en fait le travail devient un peu ce monde des impossibles, pour le reprendre, le monde des limitations, le monde des souffrances, je pense que c'est important de se trouver un monde des possibles pour justement remettre le travail à sa place. Moi, je l'ai fait, comme je disais, par des espaces communautaires LGBT, mais je pense qu'il y en a d'autres, et je pense notamment aux syndicats et à l'action collective. Je pense que si on regarde par exemple différents mouvements de grève, quand on regarde ce qui se passe du côté des travailleurs et des travailleuses, c'est des mouvements, et dans les témoignages sur le moment et même après, les personnes disent ça nous a fait un bien fou, ça a créé de la solidarité entre nous, ça a créé de la solidarité avec l'extérieur, ça nous a donné un sens d'utilité, de fierté dans le travail, de fierté du collectif. Et du coup, j'ai l'impression que, et ça c'est un élément qui me semble intéressant aussi, c'est comment la grève et l'action syndicale permet de réintroduire du possible dans le monde du travail, qui bien souvent est le monde de l'impossible, quoi. Comment l'action collective et la grève permettent de se recréer, pour dire le mot, un peu d'utopie dans un monde très fermé qu'est le monde des problèmes au travail, des limitations, des souffrances. Voilà, je dis pas que le monde du travail c'est que des souffrances et que des limitations, mais quand c'est le cas, je pense qu'il y a un peu cette nécessité de respirer, cette nécessité d'utopie concrète pour prendre de la distance et mieux revenir sur nos luttes, nos revendications, quoi. Merci Arthur. Merci à vous. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré au livre Le syndrome du patron de gauche d'Arthur Brault-Moreau, paru aux éditions Hors d'Atteinte. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram, et à vous rendre sur 0,org afin de découvrir nos précédents invités. Merci et à très bientôt.